J'avoue que je ne vois pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne vois pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas, pour des problèmes de terrain, me retrouver aux assises, parce que je prenne un fusil pour déloger les gens, parce que les gens, ils deviennent belliqueux. Ils vous disent non, qu'ils ne sortent pas, vous voulez faire quoi? Vous battre avec eux? Il y a 500 familles, à 4 personnes par famille, ça fait quoi? 2000 personnes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Même si nous sommes 10 contre 2000 personnes. C'est pas possible. Ce qui me chagrine et qui me fait de la peine, c'est qu'on s'est tous battus en Guyane pour la création d'OIN, dans les années 2014. On a obtenu cette opération internationale. Elle a été validée par tous les acteurs, État, collectivités, décideurs. Ça prend du temps. La pression immigratoire en Guyane fait que ce foncier OIN est en train de se perdre. Bonsoir. Ces deux témoignages illustrent le débat que nous lançons, la problématique et les conséquences des milliers de squats recensés en Guyane sur l'aménagement du territoire. Nous venons d'entendre l'appel d'Olivier Montez. C'est l'un des plus importants chefs d'entreprise dans le secteur de la construction en Guyane. En l'occurrence, c'est aussi l'un des promoteurs d'une vaste opération d'aménagement urbain dans le secteur de l'Amirande à Matoury. Et votre témoignage, Joseph Volumini, vous êtes l'un des 12 propriétaires de cet immense secteur de l'Amirande, dont une partie est squattée par près de 2000 personnes. Autre invité pour débattre ce soir de cet enjeu entre squat et aménagement et aborder les solutions d'ores et déjà prévu ou décidé. Denis Giroux, vous êtes le directeur de l'EPFA. L'EPFA, c'est l'établissement public foncier d'aménagement de la Guyane. On verra avec vous, monsieur Giroux, l'enjeu de ce plan d'aménagement pour le territoire guyanais. Daniel Fermont, sous-préfet, vous êtes le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles. Vous gérez, entre autres, les opérations de démolition des squats en Guyane. Et vous nous direz, monsieur Fermont, ce qui a été fait, ce qui reste encore à faire. Les dossiers en attente sont, on le verra, encore très nombreux. Enfin, François Ringuet, maire de Kourou et président de l'association des maires de Guyane. Kourou qui fait aussi partie des secteurs où de grandes opérations d'aménagement urbain sont prévues. Et là encore, les squats impactent sur les projets et leur mise en œuvre. Bonsoir à vous quatre, messieurs. Merci d'être là pour ce débat. Donc un débat avec cet enjeu, on le disait, entre squat et aménagement. Et on l'espère donc aborder aussi avec vous les solutions pour voir tout de suite un exemple pour rentrer dans le vif du sujet avec cette affaire dont nous nous sommes fait l'écho dans nos journaux, les terres squattées de Cognos-la-Mirande. Au dernier recensement en août 2020, le nombre de maisons construites sur ce site était de 674. 674 habitations illégales, sans doute un peu plus encore à ce jour. Et vous le voyez sur ces images, eh bien, tous ces petits points rouges, ce sont les dernières maisons, les dernières baraques construites sur ce secteur. Ces deux cartes ont été réalisées, on le précise, en l'espace de moins d'un an d'écart. Et elles montrent bien à quel point l'expansion de ce squat est rapide. Joseph Volumini, vous êtes donc l'un des propriétaires de ce secteur. Monsieur Volumini, racontez-nous déjà quand ça a commencé vos déboires. Je crois que les premiers squatteurs sont arrivés en 2009 sur votre terrain. Tout à fait. Les premiers squatteurs sont arrivés en 2009. Je les ai assignés au tribunal. Il y a eu un jugement, expulsion-démolition, avec l'appui de la force publique que j'ai réclamé au préfet de l'époque et qui ne m'a pas accordé. Alors je pense que c'est un signe fort pour ceux qui viennent après, dans la mesure où ils constatent qu'ils sont là, qu'on ne peut pas les faire sortir. Donc c'est un appel pour les autres. Et je signale quand même que cette zone a été ZADée, il y a eu une ZAD, zone aménagement différé, par arrêté préfectoral du 2 mai 2085 pour 14 ans. Et il y a eu un deuxième arrêté le 14 mars 2013 pour 6 ans. Donc, les terrains ont été gelés. On m'a précisé que je n'avais pas le droit d'y couper un seul arbre. Je rappelle cependant que cette zone n'est pas une zone de forêt primaire, pour la très simple raison, pour ceux qui ont connu cette époque-là, l'usine a fermé en 65, mais il y a de la canne à sucre qui a été plantée dans la zone jusqu'en 75. Monsieur Volumini, pour en revenir à ces squats, donc 2009, vous constatez les premiers squats, 2010, recours en justice, qu'est-ce que la justice vous dit ?
le jugement précisait expulsion, démolition avec l'appui de la force publique, que j'ai réclamé par huissier au préfet, et elle ne m'a pas été accordée. Alors, Monsieur Fermont, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Alors, sur l'explication en fait, du concours de la force publique, donc une fois que la décision de justice a été obtenue par le propriétaire du terrain, quand c'est un terrain privé, donc devant le juge judiciaire, donc le concours est accordé donc, au propriétaire. Après, il y a une analyse en fait, qui est faite sur ce concours, c'est-à-dire qu'une analyse des services de l'État, des services de police, de gendarmerie, qui vont établir le trouble à l'ordre public que va générer l'expulsion. Donc, quand un trouble est constaté et avéré, en fait, il est possible en fait, de surseoir au concours l'exécution de ce concours de la force publique, ce qu'on peut comprendre, qui est gênant pour le propriétaire. Mais en la matière, Monsieur Fermont, en 2009, Monsieur Volumini nous parle de 2 squatteurs. Oui, alors, moi, si vous voulez, 2009, moi, je vous parle aussi de l'actualité, parce que d'ailleurs, l'actualité, c'est celle de tous les jours, la Guyane, en fait, qui vit avec ses squats, et pour lequel, en fait, des décisions de cette nature sont rendues. On va en parler ce soir, notamment en fait, sur la commune de Kourou, où en fait, un concours a été accordé. Et aujourd'hui, en fait, il y a certains préalables en fait, pour exécuter cette décision qui permettent aussi d'entrevoir en fait, des solutions de long terme et pas des solutions de court terme où en fait, on va souffler un tas de feuilles pour que le tas de feuilles se remette plus loin. Donc si je comprends bien, pour l'instant, pas d'opération de démolition ou d'expulsion prévue dans la zone. Alors tout à fait, c'est aujourd'hui en fait naturellement les zones OIN font partie des zones prioritaires puisqu'il y a des schémas d'aménagement du territoire de la Guyane qui sont prévus avec son aménageur, les FAG, qui est ici présent. L'objectif aussi, c'est de répondre aussi aux défis de ce territoire en proposant aussi lors des opérations des programmes d'aménagement urbain, des logements et tout ce que la Guyane a besoin pour l'avenir. Donc voilà, aujourd'hui, on est confronté en fait à l'occupation de terrains qui sont nécessaires à l'activité du territoire, nécessaires à ces infrastructures, à ces équipements, pour lesquels il y a une co-construction entre l'État et les collectivités qui doivent se créer pour que nous puissions en fait effectivement contribuer encore collectivement à la résorption de l'habitat informel. D'accord. Alors sur la Mirande, pour qu'on comprenne bien, Denis Giraud, qu'est-ce qu'il y a comme projet? C'est une OIN, parmi les 24 OIN de Guyane. On abordera de façon plus globale ces opérations d'intérêt national tout à l'heure. Mais sur la Mirande, c'est quoi exactement le projet? Alors le projet qui est sur la Mirande, il est complémentaire avec celui des autres secteurs de Matoury et de la CACL. Donc il y a assez classiquement des équipements publics qui sont plutôt autour des axes de circulation, vers le rond-point du Palais Omnisport. Là, il y a des nouvelles routes qui permettent de mailler les quartiers, puisque vous savez qu'une des difficultés de l'aménagement urbain actuel en Guyane, c'est que les quartiers souvent ne communiquent pas les uns les autres. Donc il y a pas mal de liaisons interquartiers, et il y a également donc, des espaces de logement et des espaces verts assez importants, parce qu'il y a pas mal de zones naturelles ou inondables qui ne sont pas urbanisables légalement. Alors, ces 674 habitations illicites, on parle de 2000 familles. Monsieur Fermont nous dit pas d'expulsion, pas de démolition prévue pour le moment. Est-ce que ça compromet cette OIN? Alors, l'opération intérêt national a 24 périmètres. Elle représente à peu près 22 000 logements sur 15 ans. Donc, je dirais, le squat de la Mirande, en tant que tel, ne compromet pas la totalité de l'opération. Par contre, il compromet l'opération sur ce site, c'est évident, puisque si c'est squatté, on ne peut pas travailler. Vous parliez, quand on a préparé l'émission, de à peu près 200 logements qui auraient été prévus sur ce secteur squatté. Ces 200 logements, ils vont disparaître? Alors, sur le secteur nouvellement squatté, c'est une estimation, mais sur l'ensemble du périmètre, le périmètre de la Mirande en opération internationale fait à peu près 150 hectares, et on estime possible de faire 1500 logements à peu près. Voilà, un collège, 2 écoles, enfin, c'est les ordres de grandeur. Monsieur Ringuet, maire de Kourou, président de l'association des maires, une première réaction? Mais moi, en écoutant les éléments, je suis inquiet. Je pense que comme tous les Guyanais, on est très inquiets, parce que nous, on nous parle de programmes sur les 10, 15, 20 ans. Je prends le cas d'un propriétaire privé qui, lui, ça fait des années qu'il se bat sur son foncier. Il est propriétaire, il paye une fiscalité sur son terrain. Et nous avons des gens qui viennent et qui squattent et qui, eux, je dirais, s'en fichent complètement du PPRI et tout le reste, tout ce qui est protection de l'environnement, mais qui s'installent, c'est par minute que ces gens s'installent. Au bout de 24 heures, on a des constructions. Maintenant, c'est vrai que j'entends que l'État a prévu de faire. Mais le problème, c'est que nous aussi, sur le foncier des communes, nous avons des gens qui s'installent, mais tous les jours. Et je sais qu'il y a une possibilité aujourd'hui, c'est l'article 197 qui permet aujourd'hui donc au préfet de donner une décision et de lancer une opération. Bon, tout à l'heure on en parlera.
sur la décision de Kourou. Mais je vais dire que je suis très très inquiet, pas seulement pour Kourou, mais pour toute la Guyane. On va être dans une situation d'insalubrité, de squat sur l'ensemble. Quand on voit, exemple, je dirais, une partie de Cayenne sur la piste Tarzan, ou encore tout simplement... Oui, on a malheureusement beaucoup d'exemples. Pour en revenir à la Mirande, Monsieur Volumini, Joseph, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vendre cette parcelle? Vous voulez vendre à certains occupants? C'est quoi votre projet précisément? Alors, c'est très bien de me poser cette question. Monsieur Giroud, que j'avais vu quelques mois avant, m'a dit que mes terrains n'ont plus de valeur. Ils sont squattés, ils n'ont plus de valeur. Bon, c'est très bien. Je paye des impôts dessus depuis 50, 60, je ne sais plus. Et vous voilà payez ce qu'il répond. des impôts pour un foncier bâti? En plus, je reçois du foncier bâti. Oui, je reçois l'impôt des squatteurs aussi. Je suis obligé d'aller aux impôts pour me faire dégréver. Parce que vous savez comment ça marche les impôts. L'aide de rappel, avis à tiers détenteur, et puis on saisit sur mon compte. Donc voilà ce que ça génère. Donc pour moi, la solution la plus rapide, ce serait de vendre. Le promoteur que nous avons contacté nous a dit, oui, mais je veux bien acheter, mais je veux que ce soit libéré des squatteurs. Parce que bon, le préfet me dit, oui, mais je ne peux pas démolir. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Mayotte hier. À Mayotte, le préfet a démoli. Donc, c'est un département français. Je ne comprends pas qu'il y ait deux mesures, une pour Mayotte et une pour la Guyane. C'est les mêmes lois. Alors, Denis Giroud, directeur de l'EPFA, Joseph Volumini, effectivement, vous confirmez, l'EPFA n'achète pas de terrains qui ne sont pas libres de toute occupation. Mais ni le PFA, ni les promoteurs privés, c'est toute la difficulté. C'est qu'effectivement, en fait, quand il y a des maisons en cours de construction, il y a, comme disait Monsieur le maire, des méthodes aujourd'hui rapides, efficaces, qui ont été conçues pour la Guyane et pour Mayotte, qui permettent d'intervenir avant qu'elles soient construites. Quand il s'agit de maisons habitées depuis des années, passe par un processus de justice que les propriétaires doivent mener et qui est certainement difficile. Mais en tant qu'aménageur ou promoteur, effectivement, les terrains, quand ils sont investis dessus, que ce soit avec de l'argent public ou privé, il faut qu'ils soient libres d'occupation. Alors, ces OIN, cela a été décrété en 2016. Les élus, la collectivité territoriale, les aménageurs, l'État, on était tous pour ces OIN. Cela représente un potentiel de 7000 logements. Pour avoir une image, c'est l'équivalent de la ville de Kourou. Pour les 6 premières années. Voilà, ne serait-ce que pour les 6 premières années. Donc imaginez bien ce qu'il va falloir construire en Guyane. Alors l'exemple de la Mirande est effectivement loin d'être un cas isolé. On a aussi, on en parlait, Monsieur le maire, un autre exemple, c'est à Kourou, dans votre commune, le quartier de la Savane. Depuis 6 ans, les cases se multiplient. 150 maisons ont été recensées là-bas. Le préfet Spitz, c'était en 2017, avait annoncé la destruction du squat. Il est toujours là. Le préfet Thierry Kefelec a visité le squat dernièrement, parlant éventuellement du recours à la force publique. On en est où, Monsieur Fermont, là-dessus? Alors, sur le squat qu'on appelle Chili, Passoura, qui a de nombreux noms, en fait, il faut rappeler que l'installation initiale, c'est 2012. 2012, la justice est saisie en 2018 par la collectivité, qui va mener en fait une procédure judiciaire qui dure 2 ans. Donc, on est tout à fait conscient des délais, c'est quand même assez long. Mais par ailleurs, en fait, aujourd'hui, ce qui bloque, ce qui est nécessaire en fait pour procéder en fait à cette opération, c'est l'enquête sociale. L'enquête sociale est une étape obligatoire en fait dans le cadre en fait d'une démolition. L'enquête sociale, c'est tout simplement le référencement des situations des personnes, leur identité, leur situation de famille, les personnes potentiellement vulnérables, parce que je le rappelle, une bonne partie des occupants des squats en Guyane ne sont pas que des personnes en situation irrégulière. Il y a aussi des personnes documentées qui ont des titres de séjour, qui sont en règle sur le territoire national et pour lesquelles, naturellement, on peut faire valoir des droits. Donc cet objectif, cette enquête sociale, qui n'appartient pas à l'État de réaliser, il appartient à la collectivité de le faire. Donc quand la collectivité est dotée d'un CCAS, un centre d'action sociale, elle peut le faire. Pour Kourou, en fait, elle a fait le choix en fait, de le déléguer en fait, à la communauté de communes des Savanes, donc à l'intercommunalité. Donc globalement, en fait, on est dans une situation où, de concert, les services de l'État pourraient accompagner l'intercommunalité pour que l'on puisse travailler sur cette enquête sociale qui est d'envergure, puisqu'on parle quand même de presque 600, voire plus occupants. 1000.
Et il est important aujourd'hui de pouvoir justement flécher quelles solutions on peut apporter à ces personnes. Parce que l'évacuation pure et simple, le concours de la force publique avec un escadron de gendarmerie, des bulldozers qui écraseraient ces maisons, ça donnerait quoi? Tout simplement l'installation sur la place des Roches, le sémaphore de Kourou, la place de l'Europe, voire la plage, d'installations sauvages de personnes qui n'auraient pas de lieu où aller. Alors, Voire pire, pour le président de l'Union des maires, l'installation sur d'autres communes du territoire. Alors vous, c'est votre commune. Qu'avez-vous fait précisément? Est-ce que vous avez recensé les habitations illicites? Qu'est-ce que vous faites pour ce secteur? Alors je veux dire déjà, il faudrait qu'on arrête de repousser et expliquer qu'on ne peut pas. Parce que les mêmes personnes qui s'installent sur notre territoire, ce sont les mêmes personnes qui regardent l'émission. Il faut que les gens comprennent qu'ici, il y a un droit qui existe aujourd'hui, il faut respecter. Les gens ne peuvent pas s'installer. On ne peut pas leur dire aujourd'hui, en regardant la télé, ne vous inquiétez pas, on ne peut pas vous déloger, vous allez rester, que demain En fait, on est en train de créer un système où on va sédentariser ces gens-là. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Effectivement, en 2019, en 2018 exactement, on parlait d'une vingtaine d'habitations sur la zone. C'était faisable. Aujourd'hui, on est quasiment à 156, pas 150, 156. On est quasiment avec 1000 personnes. Et comme disait M. Fermont, le temps des instructions, le temps des enquêtes n'est pas le temps des occupations qui vont beaucoup plus vite. Hein. Si on se met à parler des enquêtes, etc., c'est 2 ans. Voilà, on est en 2021. La zone OIN a été occupée bien avant 2014. On parle de 2012 quand même. On est quasiment 10 ans après. On attend encore des enquêtes et des enquêtes. On est sur une opération d'intérêt national. Ça veut dire que la zone aujourd'hui, on l'a transmise justement à l'EPFAG. Et aujourd'hui, c'est la commune seule qui se bat sur cette zone. Ni l'État, ni personne. Et on nous dit aujourd'hui que malheureusement, on ne pourra pas déloger les personnes, soi-disant que l'enquête sociale, etc. L'enquête sociale a déjà été faite. On va encore refaire l'enquête sociale. La situation s'aggrave puisque les gens arrivent de Cayenne, d'autres communes. Mais tant qu'on ne va pas détruire ces squats, on est en train d'expliquer aux personnes qui s'installent sur ces zones qu'on ne peut pas les déloger. Donc, je vais demander aussi à un moment donné aux Guyanais de faire pareil. C'est quoi la solution, Daniel Fermont ? Si je peux compléter, en fait, pour être exact, c'est pas qu'on ne peut pas les déloger. C'est qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire de ces personnes? C'est ça la question. Aujourd'hui, on ne dit pas aux occupants de ces squats, en fait, vous avez un espèce de droit absolu de rester là, en fait, vous êtes installés. Vous ne pensez pas que c'est un message quand même qu'on envoie à ces milliers de personnes? La particularité de cette thématique, c'est que justement, si on applique en fait un schéma où en fait on repousse le problème et qu'on a une vision court-termiste, en fait on applique déjà on applique le droit. Après il faut de la méthode. La méthode, c'est quoi? C'est de dire si demain je repousse en fait, je détruis en fait les maisons en fait de ces personnes, on va repousser le problème à plus tard puisque ces personnes vont se réinstaller. Elles vont se réinstaller où? N'importe où. Et elles vont à nouveau recommencer en fait le même phénomène. Elles vont aller grossir les autres squats. Ce sera Sablance à Macouria. Ce sera peut-être l'OIN 7 qui viendra gêner en fait les projets au final de Matoury. Et donc, si vous voulez, en fait, on n'en finit jamais. Aujourd'hui, la méthode. Alors, qu'est-ce que vous répondez à votre voisin, M. Volumini, un propriétaire qui n'est pas qui perd ses terres? Bien sûr, non, mais on peut tout à fait comprendre ça. Il y a un dispositif qui existe, si vous savez, quand on n'accorde pas le concours de la force publique. Le concours de la force publique, quand il n'est pas accordé, il y a un principe le principe d'indemnisation qui peut être fait pour les propriétaires occupants. Il y a un certain nombre de squats en Guyane qui bénéficient de ce dispositif puisque les propriétaires ne jouissent pas de la propriété de leur parcelle. Donc, naturellement, en fait, il y a un fonds national qui permet d'indemniser cette situation. Et vous rachetez à quelle hauteur? C'est quoi? Alors, c'est pas un rachat, c'est pas un rachat, c'est une indemnisation qui se fait en fait avec une évaluation du préjudice subi par le propriétaire. C'est une décision, encore une fois, qui va venir établir en fait le préjudice subi, l'indemnisation qui sera versée. Et cela ne permet pas en fait de clore le dossier pour toujours. L'objectif, c'est pas que l'État paye avec l'argent du contribuable une indemnité au propriétaire indéfiniment. C'est bien qu'en fait on ait la capacité à créer en fait une solution qui soit pérenne et qui permette à la fois de régler le problème et à la fois de régler en fait la situation des occupants. Non mais allez-y, si on veut bien comprendre que derrière ces squats, il y a aussi tout un business qui se fait derrière. On a aussi l'immigration. On a parlé de personnes en situation légale, mais aussi l'illégal aussi. On en parle rarement. Derrière, il y a tout un business qui se fait aussi avec justement des passeurs qui viennent, qui font arriver certains immigrés en situation illégale sur notre territoire. Et imaginez 2 secondes le passeur qui se trouve, que ce soit du côté du Suriname ou de l'autre côté, qui dit, ben voilà, en allant en Guyane, on va te permettre aujourd'hui, si je prends le cas de Buzaré, on va te permettre d'être relogé à Sinamari, je prends le cas de Sinamari, en plus avec une carte bleue, enfin une carte, je dis carte bleue exprès, mais bon, c'est une carte de 400 € par mois. En fait, on est en train de créer tout un système pour permettre à ces gens-là de s'installer. Moi, je dis, effectivement, depuis à l'époque de Speed, on nous avait promis de passer le bulle, etc., etc. Tant qu'on ne le fait pas,
la situation va s'aggraver. Et vous avez la possibilité, aujourd'hui, comme je l'ai dit, la loi Elan 2 donne la possibilité, si l'État ne veut pas, à ce moment-là, on transfère une partie des pouvoirs au maire et nous allons nous organiser pour qu'on le fasse. On est bien au PJ aujourd'hui. C'est déjà le cas, monsieur le maire? Non, c'est pas le cas. L'enquête sociale, elle appartient en compétence à la collectivité. Non, l'enquête sociale, il s'agit seulement de compter le nombre de personnes, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec les gens, etc. L'enquête sociale a déjà été faite aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de dire aux gens que vous devez respecter. Madame Michu, qui habite juste à côté, elle paye ses impôts aujourd'hui. On prend le cas du propriétaire privé aujourd'hui. Donc là, en sortant de l'émission, il sait qu'il ne pourra jamais bénéficier de son terrain. On doit, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a l'enquête sociale, il y a l'humain, il y a des enfants, etc., etc. Mais tant qu'on ne le fait pas, on est en train de donner un message aux passeurs en leur disant « Venez vous installer en Guyane ». On va vous accueillir les bras ouverts. On voit ce qui se passe. Est-ce que l'État a les moyens? Alors, vous avez parlé d'enquête sociale, mais est-ce que vous avez les moyens de répondre Bien sûr, on va vous donner un exemple à ces milliers de squatteurs qui peut-être un jour vont paralyser des opérations d'intérêt national décrétées par le gouvernement? Alors, avant de répondre à cette question exactement, je voudrais revenir à ce que dit monsieur le maire sur le Buzaret. Buzaret, c'était un problème qui durait depuis septembre 2020. Une occupation sauvage en fait d'un espace naturel qui est dédié à l'agrément, qui est lié en fait à la vie des familles en fait sur Cayenne, qui est un espace naturel dans un milieu urbain qui est quand même appréciable et pour lequel en fait les Cayennais ont une certaine sympathie. Cette solution a été réglée par quoi? L'application du droit des personnes qui occupaient en fait cet espace, pour lesquelles certaines étaient le statut de réfugiés, protection internationale de la France visait leur statut de réfugié, et pour d'autres en fait qui étaient en situation de demande d'asile. Elles n'auront pas toute l'asile. 30% seulement des personnes qui le demandent l'obtiennent. Pour autant, pour rétablir en fait le droit, l'application du droit, il a fallu faire de la méthode. La méthode, c'est quoi? C'était de créer avec la collectivité, de faire le recensement de ces personnes, de flécher les situations, d'identifier les familles, d'identifier les hommes seuls, de créer des structures, de mettre les réfugiés qui sont du droit commun dans une structure adaptée à Sinnamary, de leur donner un parcours en fait, qui leur permettra après de mener un projet, peut-être de quitter le territoire, parce que c'est généralement ce qu'elles font, et pour les autres, d'attendre la situation de droit qu'elles ont devant les instances dans des conditions dignes, tout simplement. Un processus très long et compliqué pour quelques dizaines de réfugiés. 271 exactement. On a combien de squats en Guyane recensés? Alors plusieurs dizaines, puisque nous avons naturellement sur les communes des opérations qui sont, référencées dès lors que les propriétaires nous signalent l'occupation en fait, des lieux. Parfois, c'est les collectivités, naturellement. Parfois, c'est les propriétaires seuls. Combien de personnes? Ça représente combien de personnes? Combien de foyers? Alors, on n'a pas, en fait, si vous voulez, l'analyse, en fait, moi, je ne fais pas l'analyse globale, parce que c'est un problème tellement, qui est spécialisé par commune et spécialisé par zone d'habitat informel qu'il faut adapter aussi les solutions. Je vous donne un exemple. Sur Matoury, actuellement, vous avez au pied du Mont Fortuné, qui est un espace zone naturelle avec un risque, notamment sur les glissements de terrain, une solution en fait d'habitat aussi qui s'est construit informel, qui est construit en dur pour le coup, qui n'est pas en fait des maisons sommaires, et pour lequel le maire en fait a décidé en fait de procéder à une hiérarchie. Une hiérarchie, c'est quoi? C'est la viabilisation avec les services de l'État qui vont apporter des éléments, techniques pour voir quelle maison, comment on peut valider, viabiliser, faire acheter par les on va faire ces OIN, on va les transformer tout en RHI. Non, naturellement. C'était justement le but de l'OIN, d'éviter les RHI. L'OIN ne correspond pas en fait au même schéma. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que quand on est sur un OIN, effectivement, il faut sanctuariser les terrains pour mener les opérations d'aménagement du territoire. Je pense notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, la future cité judiciaire, par exemple. Aujourd'hui, quand on a des réunions avec l'EPFAG, on le dit, quand on a des indivisions, on a des propriétaires qui sont, comme M. Volumi, qui sont là, on est en train d'attendre que le promoteur puisse acheter les terrains. Il est important en fait qu'on ait parfois aussi dans la même main. Le promoteur ne va pas acheter, comme l'EPFA, des terrains qui ne sont pas libres d'occupation. Ça serait se tirer une balle dans le pied. Le promoteur doit faire de l'argent sur son dossier. Et sur ces opérations, encore une fois, on en revient toujours au même. C'est qu'est-ce que l'on fait des personnes? Si on vient en fait à déloger ces personnes, et je prends l'exemple très concret, on vide le terrain de M. Volumi demain. Si sur ce terrain il y a 200 personnes, où vont-elles aller? On n'a pas à réfléchir sur ça, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire des personnes. C'est l'application du droit, on est en Guyane, on est en France. Mais oui, mais comme je le dis encore une fois, vous êtes en train de lancer un mauvais message. À ce moment-là, il faut dire à tous les Guyanais qui nous écoutent en ce moment d'aller sur les zones OIN et de s'installer librement. Donc on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire de l'immigré qui vient de Cuba, qui soi-disant est en asile politique, il n'y a pas de guerre avec Cuba, il n'y a pas d'embargo. On est en train de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, on ne peut rien faire, on va vous installer. En plus, vous avez dit effectivement, sur le lot, si je prends le lot de Buzaret, 86 personnes au départ à la base, 34%.
sont régularisés sur la situation, enfin, régularisés sur l'immigration, avec les cartes de résidents, voilà, enfin, asile politique, exactement. Bon, le reste des 66%, vous l'avez dit vous-même, enfin, ça a été dit en préfecture, le reste des 66%, comme Cuba ne veut pas les récupérer, on ne sait pas s'ils sont cubains, s'ils sont, quelle que soit la nationalité, on va les laisser en Guyane. C'est-à-dire que le problème va revenir auprès des collectivités, ça veut dire que ce sont les CCAS, ça veut dire que la communauté de communes, exemple des Savanes, va devoir récupérer les 66% des 82 personnes qui ont été installées sur la zone des Savanes. Donc il va falloir qu'on augmente la fiscalité. Donc ceux qui payent des impôts, c'est pas le projet. Oui, parce qu'il faudra payer le social, il faudra les inscrire à l'école. Alors, est-ce qu'on doit sacrifier les opérations d'intérêt national? Alors, il y a effectivement, c'est un dossier très compliqué. On a l'humanité, mais on a aussi l'aménagement du territoire. On en revient à notre débat de ce soir. Monsieur Giroux. Je ne voudrais pas qu'on soit en fait dans un cliché. En fait, on n'est pas dans l'humanité, on est l'application du droit. On est du d'accord. droit, c'est d'essayer de trouver en fait une solution de relogement à ces personnes, quitte à ce que ce soit des solutions qui ne soient pas, je dirais, des solutions avec les mêmes délais de construction, les mêmes contraintes en fait que des grands projets, des grands programmes qu'on peut le voir sur le territoire. Donc la logique en fait, elle n'est pas celle de dire on laisse la situation devenir incontrôlable. On n'est pas sur bloquer des opérations nationales qui sont d'un intérêt naturel pour les Guyanais au quotidien. On est sur la résorption d'un phénomène qui doit s'inscrire dans la durée. Et pourquoi on peut pas les renvoyer chez eux? On voit bien aujourd'hui que les chiffres augmentent. On a vu sur la Mirande, vous nous avez montré les cartes, Monsieur Giroux, on a des centaines de maisons en l'espace de quelques mois qui se sont arrivées sur ce terrain. Donc là, malheureusement, on est dans l'urgence. Alors pour revenir à ce que disait tout à l'heure Monsieur le maire, en fait on est sur le dispositif. Donc la procédure judiciaire d'un propriétaire privé, c'est une décision de justice. C'est ce que se connaît la collectivité de Kourou sur le squat au Chili. Et vous avez après la loi Elan, article 197-1 et 2, qui permettent d'intervenir notamment quand les maisons sont en cours de construction. À partir du moment où elles sont occupées, on change en fait le régime juridique, ce qui nous complique en fait les opérations. Et pour autant, même quand on intervient donc sur des opérations où on a une indivision, on a une impossibilité stricte d'apporter une solution à un habitat informel, quand le préfet doit procéder, comme c'est le cas à Mayotte, ce que décrivait M. Volumi tout à l'heure, en fait, on va se retrouver à devoir produire une enquête sociale, un rapport sur l'ordre public, et également en fait une capacité à héberger ces personnes au moins de façon temporaire. Donc vous voyez, c'est des contraintes en fait réglementaires lourdes. Je rebondis. Ça sera toujours occupé. Au bout de 2 ans, forcément, ça sera occupé. Ça sera occupé au bout d'un week-end. Les gens vont s'installer en un week-end. On a un témoignage. Joseph Volumini, vous intervenez régulièrement sur vos terrains. La loi Elan, qui a été créée en 2018, devait permettre justement d'aller très vite et dès le constat d'une occupation, de pouvoir intervenir. Monsieur Volumini, qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, il y a eu malheureusement un phénomène qu'on n'avait pas prévu, c'est la pandémie. Il y a eu un confinement, mais pendant le confinement, les gens se sont installés sans problème. C'est la raison pour laquelle le maire m'a posé la question, m'a dit oui, mais ça a évolué. J'ai dit, vous avez oublié qu'il y a eu une pandémie. Pendant la pandémie, les gens ne dormaient pas. Si nous n'avions pas le droit de sortir, eux, ils ont avancé. Donc c'est arrivé à ce niveau-là. Donc j'ai mis un responsable sur le terrain, la personne de M. Jérôme, avec une mission très difficile parce qu'il est décrié, critiqué, insulté, mais enfin bon, il tient bon jusqu'ici, il a toute ma confiance. Et malgré ça, on ne peut pas, comme j'expliquais, on ne peut pas freiner. Les gens, les premiers occupants, ils ont eu une sommation pour déguerpir. Ils ont dit, on ne part pas, c'est tout. On ne part pas. Voilà. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là considèrent qu'ils ont des droits. Je suis désolé, si je commets une infraction un jour, la personne qui va m'interpeller va me dire vous ne savez pas. J'ai dit non, je ne savais pas. Il me dira nul n'est censé ignorer la loi. Or, ces gens-là arrivent, il faut, je ne sais pas, soit les instruire ou autres, mais ces gens-là. Et en plus, ils me disent vous savez, chez moi, ça ne se passerait pas comme ça. On n'accepterait pas ça. C'est ça. Alors, c'est que l'État leur donne la chose. Oui, donc on leur donne des droits qu'ils n'ont pas. Les devoirs, ils les oublient. Hein. Mais il y en a même un qui a interpellé sur le foncier, disant que normalement, ils ne devaient pas payer du foncier parce que le maire avait promis qu'ils allaient rembourser, que l'État allait leur rembourser le foncier. Alors, le foncier qui va le payer, c'est moi, parce que je reçois du foncier bâti. Ouais. Je suis obligé de démarcher pour me le faire dégréver. Bon, alors, donc... Monsieur Giroux, d'ailleurs, vous confirmez ce que dit Monsieur Volumini. Vous me disiez que même vous, aménageurs, quand vous achetez des terres,
Vous devez, vous me disiez, les surveiller comme le lait sur le feu. Absolument, et d'ailleurs on casse très régulièrement des maisons en cours de construction avec l'article 197. En tant que propriétaire, il faut être très rapide. C'est une surveillance quotidienne, je confirme. Alors pourquoi l'EFA peut le faire et pourquoi M. Volumini ne peut pas le faire? Comme je disais, c'est une surveillance qui est quotidienne. Si pour des raisons de pandémie ou autre, la personne ne peut pas être dans le délai, c'est une course de vitesse. Et pourquoi clairement, c'est une course de vitesse. Pourquoi le FAG ne le fait pas sur Kourou, sur l'Oyenne? Puisque vous avez quand même l'Oyenne. Pourquoi vous ne rachetez pas l'amiante et vous démolissez? C'est une procédure qui est faite par le propriétaire. Donc dès lors qu'un propriétaire, que ce soit le PFA ou un autre, est propriétaire, c'est son devoir de le faire, sa responsabilité. Les terrains dont on est propriétaire, nous les protégeons des nouveaux squats de cette manière, en utilisant cette loi qui a été faite pour la Guyane. D'accord. Alors on va donner un autre exemple. Cette situation de squat en masse, vous le savez, messieurs, n'est malheureusement pas nouvelle en Guyane. Cela a commencé très rapidement, depuis à peu près dans les années 2000. Chaque fois, les propriétaires ont dû se battre pour récupérer leurs biens. On voit ce sujet qui a été réalisé à Terca. Raymond Apché et ses frères sont aussi propriétaires de 25 hectares à Terca. Malgré un jugement du tribunal en 2009 prononçant l'expulsion, ce chef d'entreprise n'a pas réussi à obtenir le concours de la force publique pour la destruction des squats. Nous avons obtenu un jugement en 2009 et jusqu'à aujourd'hui, nous attendons les forces de l'ordre. Les avocats écrivent à monsieur le préfet pour demander les forces de l'ordre pour venir évacuer les gens avec l'huissier et tout ça, mais personne ne se manifeste. Alors on n'exécute même pas les jugements. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut-il prendre le fusil pour chasser les gens? La suite, ce sont ces images prises 2 mois plus tard. Nous sommes en janvier 2015. Raymond Apché fait venir ce jour-là des tractopelles pour démolir les maisons et récupérer les 25 hectares de terrain familial. La révolte des squatteurs, l'opération est interrompue devant le déchaînement de violence engendré par cette tentative d'expulsion. Enfin, ces dernières images, septembre 2015. Le recours à la force publique est mis en œuvre. 150 gendarmes encadrent l'opération. Sur ces terrains, 90 maisons étaient recensées et ont été démolies après 6 ans de procédure. Voilà, Terca 2014-2015, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Denis Giroux. Comment vous faites pour protéger vos terrains, vous? Alors, on les protège des nouvelles constructions en utilisant, comme cela a été dit, la loi Elan sur les terrains dont on est propriétaire. Vous avez, mais comme je le disais, c'est une surveillance. Vous démolissez au fur et à mesure, vous avez déjà des agents qui consacrent leur temps là-dessus? Oui, absolument, j'ai des personnes qui passent tous les jours. Alors, comment peut faire un propriétaire privé? Il n'a pas vos moyens. Oui, c'est compliqué. Mais ensuite, aujourd'hui, la possibilité légale existe quand on est propriétaire, mais compte tenu de la dynamique, après, c'est pas tous les jours sur tous les terrains, mais les terrains qui sont sensibles, nous, on passe tous les jours. Vous, monsieur le maire, est-ce que vous avez des terrains dont vous êtes propriétaire, propriétaire propriété de la commune de Kourou, sur lesquels vous êtes squatté et vous ne pouvez pas intervenir? Est-ce que vous avez aussi ces situations? Ça nous arrivait donc en début, il y a quelques années, de lancer des opérations avec le service technique, mais on ne peut pas le faire tous les matins. On ne peut pas mettre des agents de la collectivité à surveiller les 2200 km² de la ville de Kourou. C'est quasiment impossible. On a besoin justement, comme je disais, que la préfecture nous accompagne dessus. On est passé sur l'opération à Kourou, mais ça veut dire que l'opération de démolition de Kourou, aujourd'hui, si je comprends bien, elle sera complètement arrêtée, parce que sur une enquête sociale qui va tourner sur des années, ça veut dire qu'en gros, en réalité, il faut annoncer aux Kouroussiens que c'est terminé. La rue du Temple qui a commencé en 1996 avec le préfet Spitz aussi, rien du tout. Les familles Miraka au bord de Kourou sur la rue du Chêne, rien du tout, c'est 500 personnes. Voilà. Alors, vous êtes aussi le président de l'Association des maires de Guyane. Est-ce que c'est un dossier, une problématique que vous évoquez régulièrement? Oui, régulièrement. Est-ce que tous vos collègues maires sont aussi concernés
par ce problème de squat et d'aménagement du territoire? Je ne dirais pas tous, parce qu'il y a des communes qui sont, à l'intérieur du pays, qui sont peut-être un peu moins touchées par la problématique, mais tous ceux qui sont sur le littoral sont touchés par la problématique. D'ailleurs, vendredi, on a parlé justement de cette rencontre, justement, et on se rend compte qu'une bonne partie des communes sont touchées par la problématique des squats. On est aujourd'hui dépassé. Ce n'est pas une question de la préfecture, le préfet actuel aujourd'hui, c'est une décision qui doit venir du gouvernement, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement pour la Guyane. Malheureusement, on n'a que 4 parlementaires, ils sont pas assez forts et costauds par rapport au nombre de parlementaires qui existent en métropole. C'est une décision aujourd'hui, non pas uniquement du ministre, je dirais, de quelques ministères, c'est une décision du président de la République de savoir qu'est-ce qu'on veut faire réellement de la Guyane, parce qu'on est dépassé. Et, je dirais, la problématique des squats, c'est pas le sujet aujourd'hui, engendre aussi la problématique d'insalubrité, voire aussi, pareil, sur le Covid, sur le cas du Covid. Donc, voilà. Alors, Denis Giroux, 24 opérations d'intérêt national sur l'ensemble du territoire. On n'en a abordé que quelques-unes là ce soir. Sur ces 24 OIN, vous avez des pressions particulières sur certains secteurs et peut-être éventuellement des plans, des projets compromis face à cette pression? Fort heureusement, non, pas partout, puisque c'est justement un des axes de travail de l'opération d'intérêt national, c'est de pouvoir produire donc du foncier pour du logement, mais pas que. Si on parlait de la première tranche de l'opération internationale, c'est 2 lycées, c'est 4 ou 5 collèges, c'est 17 écoles. C'est rien qu'en espace vert, l'équivalent de 20 fois la place des Palmistes. En espace vert, pour dire la qualité aussi des quartiers qu'on essaye de faire. Et donc, si vous arrivez à les créer. Si on arrive à les créer, mais le foncier, on a quand même beaucoup de périmètres dans lequel le foncier n'est pas squatté et sur lesquels les travaux démarrent ou vont démarrer même dès cette année, où certains ont démarré précédemment l'année dernière, comme celui de Palika à Cayenne. Donc ça permet aussi de créer du logement et des équipements publics neufs, dont une partie pourra servir à reloger certaines personnes quand ils sont en capacité, quand ils ont le droit de l'être, qui permet aussi de régler certains problèmes. On a quand même 4 secteurs de mémoire, Saint-Laurent-du-Maroni, Charvin, Javoué, Cogneux-la-Mirande et la Levée, qui sont des secteurs en grosse pression avec des centaines de squats. Saint-Laurent-du-Maroni, les vampires, vous avez même dû revoir plus ou moins la ZAC Saint-Maurice en raison de cette pression. Là, c'est un exemple concret d'un projet qui a dû être revu et corrigé en raison de la pression. Alors la ZAC Saint-Maurice a été revue, mais ce n'est pas nous qui la faisons, mais qu'importe, c'est nos collègues dont on travaille avec eux. Mais par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, en accord bien sûr avec la municipalité, un nombre important de lots d'aménagement sont prévus pour des familles, pour faire de l'autoconstruction, des lots libres, on va dire, pour pas peu coûteux, mais quand même avec un vrai aménagement, avec des voiries, des trottoirs, tous les équipements de tout à l'égout, tout ce que vous, de réseau salubre, de manière à pouvoir permettre un accès légal à la propriété, parce que dans les zones d'habitat illégal, les personnes qui payent, même s'ils payent légalement, ils payent assez cher quand vous regardez on voit vos reportages, et c'est pas très très loin des coûts qui sont pratiqués pour des surfaces identiques dans des lotissements légaux. Il faut le savoir. On est bien d'accord. Monsieur Fermont, sur Saint-Laurent-du-Maroni, par exemple, 1 habitat sur 2 est un habitat illicite. Ce n'est pas des enquêtes sociales, ce n'est pas toute la bonne volonté de l'État qui va régler le problème. Qu'est-ce qu'on fait exactement ? Alors sur Saint-Laurent-du-Maroni, en fait, on a un bassin de vie en fait, qui est aujourd'hui effectivement très marqué par cette thématique. Et la municipalité, encore, vous l'avez peut-être vu dans un reportage, hier, c'était aujourd'hui, je crois, dans les médias, il y a eu une déconnexion. L'opérateur EDF a déconnecté en fait, l'habitat informel, parce qu'il voulait mettre aussi en sécurité en fait, les branchements électriques. Quartier Jacata. Exactement. Et tout de suite, hier soir, c'est traduit par des troubles à l'ordre public, c'est-à-dire des blocages, manifestations, plus de 100 personnes en fait, qui vont en, fait, en découdre avec la première patrouille de gendarmerie qui va que discuter avec en fait, ces personnes, parce que c'était bien l'intention des gendarmes de dire mais pourquoi bloquez-vous, quel est le problème ? Parce qu'au départ, en fait, personne ne le savait. Et au final, on s'est aperçu qu'il a fallu rediscuter naturellement avec la mairie, les gendarmeries étaient revenus ce matin au contact de ces personnes, et il y a en fait un travail qui va être fait pour la mise en sécurisation de l'électricité, parce qu'aujourd'hui, dès lors qu'on touche en fait à ces zones très compliquées, M. Giroux le sait bien, il nous le signale en réunion de temps en temps, on a aujourd'hui besoin d'avoir un signalement direct quand il y a des nouvelles constructions, et sur les constructions existantes, encore une fois, il faudra travailler sur
la réhabilitation de certains quartiers, l'aménagement progressif en fait vers une transformation de ces quartiers, et ça peut ne se faire encore une fois qu'avec la maire qui a fort à investir en fait sur sa commune, sur les projets de sa commune et sur la coexistence en fait de projets majeurs pour l'État, notamment je vous ai dit les cités judiciaires et la nouvelle prison, et les fonctionnaires qui vont y habiter, qui vont y travailler. Et ces quartiers d'habitat informel. Encore une fois, le temps des instructions, le temps des enquêtes, le temps des projets n'est pas le temps de l'installation de toutes ces personnes qui, on est bien d'accord, ont besoin d'être logées. Mais malgré tout, on a une certaine grand écart, on a un grand écart, hein, on peut le dire, entre le temps des administrations et le temps de la présence des squatteurs qui arrivent très très vite. Alors il y a un temps que l'administration n'attend pas, c'est-à-dire que là si on dit que ça prend effectivement du temps de réaménager, de faire les enquêtes, et encore une fois on incite les collectivités à travailler en simultanéité sur l'enquête et la procédure judiciaire. Parce qu'on peut gagner comme ça en fait en menant les deux de front. Quand la décision tombe en fait du concours de la force publique, on peut avoir en fait une situation connue et maîtrisée par la collectivité sur l'occupation de sa squat. On l'a fait à Kourou. Ah mais, monsieur le maire, on va en reparler, on en a déjà évoqué. Hein. On a besoin d'une enquête sociale, on n'a pas besoin d'un recensement de la police municipale, on a besoin d'aller au-delà. Moi j'ai été élu sur la commune, les téléspectateurs kouroussiens regardent. Qu'est-ce que vous faites? L'enquête a été faite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait du squat Chili? On attend encore, maintenant on va nous demander encore de faire d'autres enquêtes. Je vais le faire pendant combien de temps? Vous me dites. Moi, j'ai une estimation à 200, monsieur le maire. 200 personnes de vos services. 200 personnes, non, on sait très bien qu'on est au-delà. C'est pas possible. Voilà. Il y a 156 logements. Donc, à moins s'il n'y a que 2 personnes. D'ailleurs, demain, on sera sur la zone, on pourra même les compter, si vous voulez. Il y a près de 1000 personnes sur la zone. Voilà. Et quand je dis recensement, c'est pas juste un comptage, c'est donc les situations. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'aborder les solutions. Non, il nous reste encore 10 minutes de débat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. Quand une collectivité en fait, a besoin en fait, d'avoir un opérateur, hein, ça a été le cas pour certaines d'entre elles, hein, certaines collectivités ont eu recours en fait, à une mousse. C'est une maîtrise d'œuvre en fait, urbaine et sociale qui permet justement d'avoir appel à un opérateur externe qui va faire ce recensement. Parce que la collectivité, on comprend bien, elle a d'autres projets aménagés. Son CCAS n'est pas forcément dédié à ça. Et donc, c'est un investissement important qu'elle doit réaliser sur ses propres équipes en régie. Donc, avoir affaire à un prestataire externe lui permet en fait de recenser, de flécher en fait les destinations de ces personnes. Pour certaines d'entre elles, de flécher les droits au logement, parce que quand on fait une opération de démolition, on en a fait une en fait en fin d'année 2020. Enzila, petite parcelle de centre-ville dans le cadre du cœur de ville de Cayenne. On était sur une toute petite structure, une quarantaine de personnes. On avait effectivement 10 illégaux qui ont été effectivement interpellés par la police aux frontières et reconduits. Et pour le reste, des personnes qui parfois habitaient des zones informelles, faute de connaître les droits dont elles pouvaient bénéficier, notamment au titre de l'APL, et d'un logement décent qu'elles ont pu acquérir dans le parc en fait, des bailleurs. Donc vous voyez, il n'y a pas de non-solution en fait. Mais si j'entends bien, il n'y a pas de solution globale en tout cas. La solution vous êtes au coup par coup, alors qu'on a quand même la sensation que la situation s'aggrave énormément depuis quelques mois. Hein. Si vous voulez, on a hérité en fait, de situations où quand on a fait une présentation exhaustive au préfet Kefelec de toutes les situations de squat en Guyane, nous avons par exemple des zones sur des communes où une ancienne crevetterie a été les maisons des anciens salariés, en fait, qui étaient les parents des occupants actuels, ont été laissés en fait, de la main à la main entre les personnes sur le site. Est-ce que c'est un vrai sujet d'inquiétude pour vous à la préfecture? Complètement. Moi j'ai deux officiers, en fait, un policier et un gendarme qui travaillent à plein temps sur ce sujet. Ils sont pleinement impliqués sur cette thématique. On a des échanges nombreux avec les collectivités qui le souhaitent, et c'est d'ailleurs une thématique. Hein. Ce matin, je suis allé encore à Kourou sur des sujets de sécurité. Le premier sujet que les services de monsieur le maire ont voulu me solliciter, c'est sur ce sujet-là. Alors, il faut peut-être innover. Monsieur Giroux, est-ce que vous avez un début de solution? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, on travaille légalement, évidemment. Donc, et dans l'aménagement légal, donc on aménage pour toutes les familles de Guyanaises et de Guyanais. Donc, il faut offrir des qualités et de la quantité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de solution miracle. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on travaille tout en même temps. Il faut qu'on fasse des logements en quantité parce qu'il y a un besoin, la population double tous les 20 ans. Il faut qu'on améliore aussi la qualité parce que la qualité urbaine des quartiers n'est quand même pas géniale. Et pour ça qu'on vise les labels de type éco-quartier, c'est pas de la publicité, c'est une vraie réalité de quartiers qui sont agréables à vivre dans la durée. On n'est pas dans du logement d'urgence.
Mais aussi, il faut aussi faire à certains endroits des logements d'urgence, parce qu'il va y avoir des personnes à reloger. Est-ce qu'on va adapter certains secteurs à la situation? Est-ce que demain, vous allez peut-être vous dire, voilà, ces 200 hectares, on les avait prévus pour une école, pour une route, on va peut-être revoir nos projets. Est-ce qu'on en est là? Non, on n'en est pas là. Pourquoi? Parce que à la base, il faut absolument préserver dans l'organisation de l'opération internationale les services publics et les équipements publics. Et la priorité, effectivement, c'est de conserver ce qui est prévu justement pour les écoles, mais pas que, pour les équipements sportifs, pour les équipements culturels, pour les voiries, etc. Après, là où on peut agir, c'est dans l'accélération des procédures, dans la simplification. Ça oui, ça peut nous faire gagner 1 ou 2 ans dans les procédures légales. C'est énorme. Mais ça reste des procédures légales, bien sûr. Mais ça, gagner 2 ou 3 ans sur une opération d'aménagement qui dure à peu près 8 à 10 ans, en moyenne, sur des hibiscus, par exemple, ça démarre. Et là-dessus, l'État vous accompagne? Oui, bien sûr. Sur l'accélération des procédures. Les élus, notamment les représentants au Sénat et à l'Assemblée, nous accompagnent. L'ACTG nous accompagne. Il y a eu des propositions très concrètes de simplification qui ne sont pas des choses à effet immédiat. Mais il faut bien les démarrer maintenant pour que ça ait des effets dans 2-3 années qui viennent. Et après, il y a des questions de coordination, bien sûr. D'accord. Monsieur le maire, vos solutions? La solution, pour moi, c'est une question plutôt politique. C'est que l'État, aujourd'hui, en fait, la préfecture explique à l'État qu'elle est complètement dépassée par la situation et faire remonter justement auprès du gouvernement que la Guyane devienne vraiment un département qui est dans une situation très sensible et très critique. C'est pas le maire de Kourou de trouver des logements pour les gens qui sont en situation irrégulière. Il y a des Kouroussiens, des Guyanais qui attendent des logements. On en demande 5000 par an. Je crois qu'à peu près 5000 par an. Ma priorité, ce sont les gens qui sont aujourd'hui, qui payent des impôts, qui sont sur notre territoire, qui sont chez nous, qui sont à la recherche d'un logement, quel que soit, que tu sois d'origine haïtienne, brésilienne ou autre, mais qui sont en situation légale, qui ont besoin d'un logement. Ma priorité n'est pas des gens qui arrivent que maintenant. Ça me fait mal. J'ai vu des enfants, j'ai vu des personnes en situation de handicap, ça fait très mal, mais je leur dis, par contre, la priorité, ce sont des gens qui sont là, et qui payent des impôts et qui ont besoin d'un logement avant. Voilà. Donc il faut absolument que le gouvernement comprenne que la Guyane, ce n'est pas un jeu. Et même si je peux comprendre que M. Formand, qui est aujourd'hui un administratif, qui est un sous-préfet de la préfecture, et le préfet qui ont été donc choisis pour le poste, défendent un peu, il y a eu d'autres avant vous, mais on doit dire la vérité. On doit dire aujourd'hui au président, au gouvernement, à l'ensemble des ministres quand ils viennent sur le territoire, que la situation, on est dépassé par la situation. Et c'est en train d'exploser. Je vous ai dit, on ne parle pas de la situation sanitaire, mais imaginez derrière ce qui se passe quand on va dans les squats. J'avais prévu demain, mes équipes ont dit, François, t'es un peu dur. J'avais prévu demain on reçoit le préfet. J'avais prévu de recevoir le préfet avec un petit bureau assis dans le squat. On aurait passé la journée dedans. Il était allé à Bambou la semaine dernière, monsieur le maire. Ouais, mais moi j'avais prévu d'installer 2 chaises là-bas. Monsieur le préfet, est-ce que vous rejoignez l'analyse Alors l'analyse en fait, de monsieur Ringuet? On est dans une situation explosive et très compliquée et urgente. Est-ce que vous êtes d'accord? Complètement, bien sûr. On est dans la stratégie qui est la nôtre, on est aussi dans une conquête de moyens. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui... que ce soit des sujets migratoires, parce qu'on a parlé de l'immigration tout à l'heure, monsieur le maire en a parlé. Ne croyez pas qu'en fait l'État reste les 2 pieds dans le même sabot. En fait, on est bien sur une logique en fait de gestion des flux migratoires d'un côté, avec un dossier comme Buzaré où on a apporté des solutions, et de l'autre une lutte contre l'immigration clandestine aux frontières. On a aujourd'hui une organisation en task force. L'année dernière, je rappelle, pour la Guyane, c'est 10 000 non-admissions ou interdits de séjourner en Guyane. Donc c'est 10 000 personnes qui concrètement ne sont pas sur le territoire, qui auraient pu rejoindre la Guyane. Voilà, et qu'on a empêché de rentrer en Guyane. Les autres, en fait, vous avez naturellement quelques personnes qui passent à travers les mailles, elles s'installent, elles rejoignent parfois des zones d'habitat informelles. Vous avez naturellement, après celles que je vous ai indiquées, les demandeurs d'asile qui rentrent dans une autre catégorie de personnes qui ont des droits particuliers et qui sont en attente d'une demande. Pour les autres, en fait, nous, on pratique en fait les reconduites à la frontière. On a des obligations de quitter le territoire français, des éloignements lointains. Alors naturellement, c'est vrai, la crise sanitaire nous a un peu gênés, notamment vers les reconduites vers Haïti. Cet après-midi encore, je menais une réunion en fait, dans laquelle on m'expliquait qu'on allait pouvoir faire la reconduite volontaire vers Haïti, malgré les troubles,
Mais les troubles, c'est aussi pour certains Haïtiens un espoir, parce qu'ils voient un changement de gouvernement, ils espèrent peut-être repartir chez eux. Et donc on a naturellement parfois des sortants de prison qui sont étrangers, qui vont être reconduits chez eux. Sur l'aménagement du territoire, on pour vous préciser, il nous reste 2 minutes avant de conclure ce débat. Monsieur Volumini, on va continuer sur ce tour de table. Les solutions, qu'est-ce que vous, propriétaires guyanais, qu'est-ce que vous préconisez ? Je ne comprends pas que les propriétaires soient à charge d'immigrants en Guyane. Pourquoi il y a des terres, il y a eu des guerres du fleuve, on a créé des zones pour les gens qui venaient de l'autre côté, il y a eu des immigrants en Guyane à qui on a mis des terres. Pourquoi ce sont les propriétaires qui doivent subir ça ? Ces gens sont dans l'illégalité et on doit les subir. C'est clair. Alors moi non, je ne comprends pas. Comme vous dites, je paye des impôts, au combien ? Alors je ne comprends pas. Alors je paye des impôts pourquoi ? D'accord. 2 dernières minutes, Monsieur Giroux, solution, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a des projets pour justement essayer de rétablir un peu l'ordre entre squat et aménagement ? Il y a beaucoup de projets puisque l'OIN a bénéficié de moyens exceptionnels et importants. Ce qu'il faut surtout, c'est les réaliser rapidement, mais il n'y a pas de solution miracle. Mais en se mettant ensemble et en réalisant rapidement les projets qui sont prévus, on fait vraiment un vrai progrès. Donc en fait, c'est une course contre la montre. Il faut aménager avant que les terres ne soient occupées. Vite et bien. C'est un équilibre. Un équilibre entre la lutte contre l'immigration clandestine, l'aménagement du territoire et la résorption de l'habitat informel, mais en co-construction entre l'État et les collectivités. Un dernier mot, Monsieur Ringuet. Juste que j'espère que demain, à la rencontre de demain, j'espère que nous allons trouver des solutions pour repartir sur une vraie idée d'expulsion, de démolition totale de la zone de Kourou. On montrera, si on le fait, si on réussit, on montrera au moins l'exemple qu'on est capable de faire et de ne pas laisser les gens entrer et s'installer comme ça illégalement sur le territoire. Voilà. Alors, pour terminer, pour conclure votre parole, est-ce qu'on a vraiment pris la mesure, l'État, le gouvernement, la préfecture de Cayenne, qu'il y a derrière toutes ces situations des misères, la misère des squatteurs, mais aussi la misère des propriétaires, la misère des aménageurs, la misère de la Guyane de demain et peut-être d'aujourd'hui déjà. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Alors l'administration centrale, quand nous échangeons avec elle pour notamment conquérir des moyens supplémentaires, est tout à fait réceptive puisque on est dans une situation qui amène à laisser penser que la Guyane ne doit surtout pas devenir un territoire qui serait demain comparable à la situation de Mayotte, parce que l'immigration clandestine est un phénomène qui naturellement va ponctionner des ressources en fait sur les équipements, sur les aménagements. Donc il faut effectivement avoir cette vision d'avenir. Ce territoire, en fait, aujourd'hui, il est bien identifié par Paris comme ayant des spécificités. Naturellement, l'appui politique, en fait, de nos élus est toujours appréciable sur ces thématiques, puisqu'il est important aussi de porter la voix des maires, des parlementaires, en fait, auprès, en fait, de nos instances nationales. Mais au niveau de l'administration, quand on a la direction des étrangers en France pour l'immigration clandestine, le relogement des demandeurs d'asile, ou les services de la direction interministérielle de l'aménagement et du logement, ils sont parfaitement conscients que on a besoin davantage de solutions, davantage de crédits pour pouvoir accomplir les défis qui sont les nôtres. Merci encore, messieurs, pour ce débat. C'est terminé pour ce soir. Merci encore entre squat et aménagement. Voilà, on a essayé de vous donner quelques solutions et surtout cette problématique entre squat et aménagement. Encore merci pour votre attention.